Good afternoon, dear participants. Chers participants, bonjour, soyez les bienvenus à cette session sur la gestion holistique de l'eau dans le cadre de cette deuxième conférence internationale sur l'eau, les mégapoles et le changement global. Ce sera Monsieur Éric Tardieu qui présidera cette session. Il s'agit du directeur général Office international de l'eau, OIO. Vous avez la parole, monsieur. Merci Tristan. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à cette session consacrée à la gestion holistique des ressources en eau. Je remercie nos hôtes, l'UNESCO, le SIAP, ARSO, pour leur accueil, que ce soit ici physiquement à Paris, au siège de l'UNESCO, ou bien en ligne par l'intermédiaire de cette plateforme. Je suis donc Éric Tardieu et j'aurai l'honneur de modérer cette session de l'après-midi. Je suis particulièrement heureux de le faire également en tant que secrétaire général du réseau international des organismes de bassin. Et il est important, je crois, aussi bien aujourd'hui qu'à l'avenir, d'avoir en tête cette nécessité d'un dialogue renforcé entre les différentes échelles territoriales. Nous allons parler de villes aujourd'hui, de grandes villes, mais nous allons montrer combien l'avenir de ces villes en matière d'eau repose sur des territoires plus larges qui peuvent être les bassins. Nous sommes associés, actifs dans cette question de l'adaptation des territoires et des villes au changement climatique, actifs depuis plusieurs années, notamment au sein de l'Alliance pour l'adaptation au changement climatique, dont l'Alliance MAWAC, les mégacités, fait partie, et je suis particulièrement ravi de m'associer à ces travaux du jour. La question est donc celle de la sécurité de l'eau dans un contexte de changement climatique, en particulier à l'échelle des villes et des grandes villes. Cette notion renvoie évidemment à l'enjeu de vulnérabilité croissante de nos villes, du fait de leur taille. Elles hébergent plus que la majorité de la population mondiale, comme vous le savez, et elles concentrent donc des risques qu'on résume généralement sous les 3 volets: trop d'eau, pas assez d'eau, ou bien de l'eau trop polluée, pour reprendre une expression qui a été à nouveau citée ce matin par le secrétaire général de l'OCDE à la session d'ouverture. Et symétriquement, les villes représentent un impact croissant sur des territoires plus larges, à l'échelle de leur bassin versant, comme je le mentionnais à l'instant, mais également aussi à l'échelle d'un pays, d'une région. Et donc, vu de ces territoires, vu des bassins versants en particulier, les villes sont des singularités au sens mathématique du terme, puisqu'elles concentrent les besoins en eau, les besoins en eau propre. Elles concentrent les risques évoqués précédemment. Trop d'eau renvoie au risque d'inondation, pas assez d'eau renvoie à cet enjeu de sécurité d'approvisionnement en eau des villes. Les villes concentrent aussi les solutions. Elles ont des moyens financiers importants. Elles ont des moyens technologiques, des moyens de recherche, des moyens industriels importants pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et il est donc essentiel, j'y reviens, de ne pas opposer ville et zone rurale. Je reprends l'expression également de ce matin citée par Loïc Fauchon, le président du Conseil mondial de l'eau, mais d'avoir cette vision des villes inscrites dans un territoire plus large. Évidemment, dans les villes elles-mêmes, et nous allons y revenir, il y a énormément à faire pour mettre en place de nouvelles solutions, pour croiser les politiques publiques, pour croiser les politiques d'aménagement urbain d'une part et de gestion de l'eau d'autre part, notamment, et puis pour concilier globalement les enjeux de sécurité de l'eau au sein des villes avec les enjeux de sécurité écologique, que ce soit à l'échelle des villes ou à des échelles plus larges. Voilà quelques éléments de réflexion et d'introduction que je voulais rapidement partager avec vous au début de cette session, et nous pourrons y revenir au moment des questions-réponses. Mais le premier temps
pour commencer, va nous permettre d'entendre trois éminents intervenants qui vont nous présenter un certain nombre de situations concrètes et de réflexions, de résultats de recherche sur ces sujets. Et nous allons commencer par écouter Monsieur Karl Vanzen de l'Université de Tours et de la chaire UNESCO sur la culture des rivières. Une présentation donc sur, en anglais, The Southern Urban Hydrosystems. La présentation portera sur le syndrome de l'hydrosystème urbain du Sud, nouvelles études de cas en Chine, en Inde et en République démocratique du Congo. Cela me semble très prometteur. Karl, vous avez la parole pour 15 minutes. Merci beaucoup, Eric. Est-ce que l'on m'entend? Oui, tout à fait. Parfaitement. Je suis Karl Matthias Wans et je suis à la tête de la chaire de l'UNESCO sur les fleuves et le patrimoine. J'ai travaillé donc sur des cas d'études portant sur la Chine, l'Inde et la République démocratique du Congo. Je vais vous accorder quelques instants afin que vous puissiez lire rapidement le résumé de ma présentation. Mais bien entendu, je reviendrai sur tous ces points pendant la présentation. Slide suivante, s'il vous plaît. La nature des cours d'eau est dynamique dans son essence, mais lorsque l'on se penche sur les cours d'eau urbains, nous constatons que cette nature a été perdue. Les corps d'eau sont retenus par une certaine architecture ou alors sont déviés afin de faciliter l'urbanisme et dans le pire des cas, ces cours d'eau, ces corps d'eau sont enfouis sous terre, sont pollués ou alors ont tout simplement disparu. Et c'est le cas en ce qui concerne la plus grande partie des zones humides urbaines. Alors, les raisons qui expliquent cette gestion inadéquate peuvent être résumées d'abord par un urbanisme qui n'est pas adéquat. Vous avez là un exemple à Dakar et au Sénégal. On constate que ces zones sont considérées comme étant une réserve stratégique pour une future extension de la ville. Les populations qui vivent près des cours d'eau changent leur comportement. Effectivement, nous passons d'un élément sacré à un élément qui suscite le dégoût, surtout lorsque les cours d'eau ou dès que les cours d'eau sont pollués. Et ainsi, il y a un ébranlement culturel de la culture du fleuve et de la relation entre les êtres humains et les corps d'eau. Slide suivante, s'il vous plaît. Nous avons analysé tout ceci avec une comparaison entre le sud global et le nord global. Dans le nord global, cette problématique a déjà été décrite dans les années 2000. Il s'agit du syndrome d'hydrosystème urbain classique qui vient des canalisations, de l'étanchéité, de la déforestation et le cours d'eau est dévié, adapté à la ville. Cependant, dans le sud global, il y a tout un ensemble d'autres caractéristiques qui découlent de tout type de questions. D'abord, dans le domaine biophysique, il faut savoir qu'il y a des crues et des sécheresses. Il y a des températures qui sont très élevées, ce qui favorise les maladies d'origine hydrique et les conditions anoxiques. Il y a également des politiques agricoles axées sur le mondial et qui causent des déviations des cours d'eau à des fins industrielles
énergétique ou agricole. Il y a également des déviations d'un bassin versant à l'autre. Par ailleurs, il y a également toutes les questions d'ordre social, souvent le népotisme qui règne dans les gouvernements, mais également une inefficacité de la gestion, ce qui mène à des situations très compliquées. Et il ne faut pas oublier que les villes dans le sud global connaissent une croissance exponentielle. Il s'agit de villes qui sont attirantes, qui ont connu de nombreux problèmes, mais il faut savoir que dans le sud global, tous ces problèmes interviennent au même moment, simultanément. Les conséquences sont bien connues. D'abord, les disparités économiques et sociales entre les zones où se trouvent les plus fortunés avec des piscines et les zones où se trouvent les taudis et les bidonvilles avec des risques sur la santé et la perte de biodiversité. Avec mon équipe, nous travaillons sur la gestion des hydrosystèmes urbains. Nous nous penchons sur les aspects écologiques, mais également sur l'aspect social. Et vous connaissez tous ces degrés qui mènent à la perte de pouvoir par les citoyens. Donc, tout en bas, il y a cet individu qui est aliéné par les pouvoirs, qui n'a aucune maîtrise sur son environnement, et l'échelle monte jusqu'à ce dernier degré où l'individu se donne et sait donner les moyens d'avoir une maîtrise sur son environnement. Il faut considérer qu'il faut prendre en compte où se trouvent les citoyens. Nous devons également bien connaître les différents acteurs et les différentes couches de pouvoir. Et c'est ce que nous avons voulu faire dans le cadre de 3 études de cas. La Chine est un exemple classique d'une gouvernance du haut vers le bas. Auparavant, il existait une administration plutôt complexe et peu efficace. Le problème, c'était que les lois étaient exprimées d'une manière qui faisait que les citoyens n'y obéissaient pas. Il y avait également les problèmes des eaux noires et malodorantes. Et la Chine a fourni un effort immense pour se débarrasser de ce problème. Et M. Junjia a parlé d'ailleurs de ce contexte ce matin dans sa présentation. Le chef des fleuves et des systèmes lacustres est un coordinateur qui agit en tant qu'intermédiaire entre les différentes institutions. Et les résultats sont là. En 5 années, ces eaux noires et malodorantes n'existent pratiquement plus en Chine. Si on établit une comparaison avec d'autres pays, on constate que dans ces pays, ces problèmes persistent. Et bien entendu, il y a d'autres problèmes qui exigent d'autres solutions. Si nous nous penchons sur l'Inde, la situation est tout autre. Ici, il s'agit des citoyens qui agissent dans le cadre d'initiatives fondées sur les communautés. De nombreuses rivières ici sont polluées par le plastique, les déchets solides, et se retrouvent retenues par ces éléments. Alors, pour qu'il y ait ces initiatives, il y a besoin d'une source de motivation. Alors, à Mumbai, pour le fleuve du Miti, c'est une personnalité charismatique, Afroz Shah, qui a lancé un appel. Cette personne en a eu tout simplement assez de la pollution et cette personne a pu mobiliser grâce aux réseaux sociaux plus d'1 million de personnes. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en dépit des disparités sociales en Inde, les citoyens travaillent ensemble. Les habitants des bidonvilles travaillent avec des chercheurs, par exemple. Ensemble, ils ont porté des tonnes de plastique et ce fleuve a été nettoyé. Et petit à petit, ce mouvement s'est transformé en une initiative de gouvernance. À Kerala, les autorités locales ont concilié
des actions de nettoyage et ont conjugué des actions de nettoyage à des actions pédagogiques. Il s'agit d'une région où il y a une tradition agricole très forte. Il y a eu une grande solidarité entre les agriculteurs. Et au Punjab, c'est la religion qui a joué un grand rôle. Les uns et les autres ont commencé à mener des actions, mais ont également décidé de s'éloigner des engrais artificiels. Slide suivante, s'il vous plaît. En République démocratique du Congo, nous nous sommes penchés sur la situation à Kinshasa. La capitale de la République démocratique du Congo est en train de croître. 50 millions de personnes actuellement, 15 millions, pardon, et nous allons dépasser les 20 à 25 millions dans les 10 années à venir. Encore une fois, ici, les fleuves sont obstrués par un mélange de plastique et de plantes. Mais les habitants sont très liés à ces fleuves et c'est pourquoi la mémoire et le souvenir de ce que c'était auparavant, eh bien, ce souvenir est bien vivant. Si l'on établit la comparaison avec les populations européennes où cela fait 2 à 3 générations que les uns et les autres sont habitués à voir des cours urbains pollués. Mais à Kinshasa, il y a de nombreuses ONG qui travaillent sur la question du recyclage du plastique et créent ainsi des emplois. Si je résume tous ces éléments, je pourrais vous dire que ces hydrosystèmes urbains du Sud présentent des difficultés sociales et culturelles diverses par rapport au Nord global, mais il y a aussi d'autres approches qui sont différentes pour résoudre ces problématiques. Or, ce que nous recherchons, c'est des approches communes. Nous travaillons dans des contextes sociaux qui sont très différents et nous essayons de comprendre de quelle manière les uns et les autres ont réussi à surmonter ces problèmes. Nous avions une étude de cas au Brésil où les citoyens ont abordé cela du point de vue de la santé publique. Tout simplement, on ne voulait plus voir des enfants mourir de choléra et du typhus. Et c'est ce qui a poussé les uns et les autres à procéder au nettoyage des fleuves. Et ce sont ces différents facteurs qui viennent converger. Et je pense que c'est important de le voir ainsi. Il faut bien comprendre où nous nous situons afin de voir comment nous pouvons avancer de la manière la plus efficace. Ce qu'il nous faut, c'est un transfert des connaissances adaptées aux différentes situations. Les aspects techniques et d'ingénierie sont bien connus, mais l'appel que je lance vise à sensibiliser quant à l'ingénierie sociale et faire attention à ce que j'appelle l'écosystème par rapport à l'écosystème. Une dernière observation, peut-être qu'elle n'est pas des plus tendres, nous devons faire face à la réalité. Nous ne pouvons continuer à faire comme nous l'avons fait au cours du dernier siècle, qu'il s'agisse de changement climatique, mais aussi la crise de la biodiversité mondiale. La diversité biologique et la diversité culturelle tout au long des cours d'eau sont en pleine érosion et en plein déclin. Et ce déclin s'accélère par rapport à ce que l'on voit dans d'autres écosystèmes sociaux. Nous devons agir et nous devons être ambitieux. Nous pouvons donner un exemple de ce type d'action. Baron d'Oswan, par exemple, avait décidé au XIXe siècle de revoir totalement l'architecture urbaine. Nous devons réouvrir les espaces et permettre à la nature de s'y épanouir, aux êtres humains de s'y épanouir, permettre à l'air et à l'eau de se mouvoir et la dilapidation
sera nécessaire. Nous devons faire en sorte de trouver les problèmes, notamment pour ce qui est de répondre à la nécessité de financement en la matière. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez ici la référence à 2 articles. Et dans 2 semaines, sachez que nous allons publier un ouvrage sur la culture riveraine. Nous allons établir une comparaison entre la diversité culturelle et la diversité biologique, et il y aura de nombreux chapitres consacrés aux hydrosystèmes urbains. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci beaucoup à Carl d'avoir respecté son allocation de temps. Merci également pour cette présentation très intéressante sur non seulement des différents contextes climatiques et liés à l'eau, mais également les différents contextes sociaux. Vous avez dit dans votre conclusion qu'il y a donc de différentes crises, la crise climatique et la crise mondiale de la biodiversité et la bioculture, hein. Donc, avant de passer à notre deuxième orateur, je voudrais dire à notre public de bien vouloir préparer vos questions. Il y aura une session de questions-réponses et nous attendons donc vos questions. N'hésitez pas à préparer vos questions d'ordre général ou même pour notre premier orateur, Carl Hansen, et par la suite également pour les 2 orateurs à venir. Donc, vous pouvez donc poser vos questions dès que vous êtes prêts. Mais là, je suis très heureux d'être à Paris avec Sima Soukani, qui représente l'Institut indien des sciences qui se trouve à Bangalore. Et elle va parler des traitements passifs in situ des eaux usées dans les lacs et les réservoirs pour recycler ces eaux usées pour les convertir en eau douce. Bonjour, je m'appelle Sima Soukani. Le travail que je vais vous présenter est le fruit d'un effort collectif. Dans mon pays, les efforts viennent essentiellement de la base des communautés et les collectivités locales. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont été impliquées dans ce projet et qui a été financé par l'État du Karnataka. Alors, vous voyez d'ailleurs ici que la réhabilitation des lacs n'est pas facile parce qu'il y a vraiment une réduction des bassins versants. Donc, il y a des difficultés à trouver l'eau douce. Donc, même si des efforts de restauration ont été faits, ils ne sont pas suffisants pour contrer les sécheresses. Et puis, la restauration se fait essentiellement dans le contexte civique. Il est très rare que ce soit fait à un autre niveau. Et puis, en plus, même le cadre de maintenance des lacs n'est pas fait de façon suffisante. Donc, même s'il y a une restauration, même s'il y a de l'eau, il n'y a pas de protocole de maintenance dans les pays tropicaux, essentiellement en Inde. Et le quatrième obstacle, c'est que même s'il y a différents partenaires qui participent aux efforts de restauration, le transfert des connaissances est insuffisant, essentiellement entre les citoyens, aux planificateurs, concepteurs, ingénieurs, etc. Donc, nous avons rencontré ces 4 problèmes et nous avons essayé de les résoudre dans le cadre que nous avons développé. Alors, pour l'éco-restauration des lacs, bon, il y a de nombreux composants. D'abord, la source hydrique. Dans ce cas, nous allons regarder les eaux traitées parce qu'il n'y a pas vraiment de source d'eau.
Deuxième composant, c'est la partie génie civil, la construction des digues, etc. Troisième volet, c'est le volet maintenance. Donc, ça veut dire la gestion de la qualité de l'eau, le désherbage, etc. Et tout cela est déjà plus ou moins fait. D'abord, pour ce qui est de la réhabilitation de l'écosystème, comment faire en sorte que le microbiote soit restauré? Alors, d'autre part, comment faire en sorte que les nutriments qui sont absolument indispensables pour avoir des poissons ou l'aquaculture sont présents? Comment également garantir une bonne diversité des ressources halieutiques et la faune? Et puis, la création de l'éco-espace. Donc, même si la communauté est impliquée, il n'y a pas beaucoup de forums pour que ces communautés puissent profiter de ces ressources. Par exemple, il n'y a pas vraiment de kiosques, de belvédères, des aires de repos, etc. Si tout cela est déjà impliqué dans les efforts de restauration, ce sera beaucoup plus agréable pour tous. Et en plus, il y a également la revalorisation des ressources hydriques du lac. Comment faire en sorte qu'en plus des ressources en eau, qu'il y ait également la production de poissons. Il y a également tout ce qui peut être converti en biogaz et on peut également étudier d'autres facteurs. Donc, tous ces facteurs ont été étudiés lorsque nous avons donc créé ce cadre. Alors là, il s'agit d'un lac à Bangalore, en Inde. Et là, on voit qu'il y a différents types d'oiseaux migratoires. Alors, il n'y avait pas de ressources hydriques, il y avait simplement des eaux traitées. Donc, comment faire en sorte que les eaux soient de qualité suffisante pour remplir le lac? Deuxième problème principal était le fait que, comme c'était une sorte de sanctuaire ornithologique, il fallait faire en sorte qu'il y ait assez de poissons dans l'eau. Donc, nous avons dû utiliser l'unité de traitement d'eau. La station d'épuration avait une capacité de un traitement de 0,5 million de litres par jour. Et les trois composantes de ce système étaient d'abord un réacteur anaérobie. Les fonds sont conçus de telle façon que le contact entre l'eau et les autres facteurs est augmenté. Donc, d'abord, 90% de la DBO était convertie en gaz avec une population de nombreux flagellés qui mangent les bactéries de l'eau. C'est une façon de faire baisser la turbidité et ensuite les microalgues puissent proliférer. D'abord, il y a la partie désinfection. Alors, donc, une fois que c'est fait, on peut s'occuper également de l'azote et le phosphore. Ensuite, il y a également la chlorination subsidiaire et puis nous avons déjà tout ce qui est tout en bas de la chaîne alimentaire qui est prêt pour nous. Et une fois que c'est fait, tout cela passe dans la partie profonde de la cuve. Donc, ça, c'est la partie éco-ingénierie. Donc, vous voyez que cela passe par le réacteur. Ensuite, nous avons fait en sorte qu'il y ait suffisamment d'habitat pour les oiseaux, qu'il y ait une infrastructure urbaine et qu'il y avait également un plan d'eau de l'aquaculture. Alors maintenant, si on regarde l'efficacité du traitement, pardon. Et donc, si on regarde l'efficacité du traitement en tant que tel, 85% de l'ammoniac était traité dans ce système à 3 étapes.
Donc, je disais qu'on a pu traiter 85% de l'ammoniac, 76 à 80% de phosphore. Également, c'était quand même une très bonne réussite pour nous tous. Et comme je vous avais dit, la distribution de l'hydrogène et le phosphore, c'est ce qui détermine les espèces vivantes dans le lac. Donc, nous avons permis l'introduction de ces facteurs pour qu'on puisse avoir plus d'algues. euh, alors, nous avons regardé quelle serait la productivité primaire. C'était 25 grammes de poids sec par jour. Donc, cela nous montre que si nous utilisons correctement ce système, nous pourrons avoir donc une productivité beaucoup plus élevée qui pourrait nous donner une certaine biomasse. Voici les 5 composants de restauration de l'écologie. Donc, les producteurs primaires qui comprennent les organismes microscopiques et macroscopiques, notamment du plancton. Ensuite, il y avait donc les consommateurs secondaires, les invertébrés, ensuite suivi de petits poissons, suivi d'oiseaux. Si on regarde la qualité des nutriments disponibles aux oiseaux, les producteurs primaires étaient la cible principale. Donc, lorsque nous avons examiné l'abondance relative des différentes classes, chlorophycées et bacillophycées étaient des espèces les plus répandues. Ça veut dire que les nutriments disponibles pour les espèces secondaires et tertiaires étaient bonnes. Et nous avons également regardé la diversité des espèces. Nous savions que la population du phytoplancton serait le plus élevée. Mais ce qui était étonnant, c'était qu'il y avait beaucoup d'insectes. C'est quelque chose qu'on ne voit pas habituellement. Cela veut dire que si nous régulons le système correctement avec un contrôle des taux d'azote et de phosphore, nous pouvons obtenir ces résultats. Nous avons également réussi à faire une classification des consommateurs primaires, secondaires et tertiaires d'une chaîne alimentaire typique dans les traitements des eaux usées. Alors, nous n'avons pas vraiment fait ça avant, mais on s'est rendu compte que la productivité que nous pouvons obtenir d'un producteur primaire à un consommateur primaire peut être élevée jusqu'à 30%. Ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres sources supplémentaires de carbone également, et nous savons que le transfert de carbone a lieu. Donc, nous pouvons diviser cela en 3-4 sections. Donc, nous pouvons donc constater que ce type de chaîne alimentaire peut exister. Alors, pour conclure, étant donné que le travail se divise en 5 composants, si nous utilisons un tel système, dans 45 à 60 jours, la qualité de l'eau peut s'améliorer en passant d'un niveau acceptable à un niveau souhaitable. Si un tel système est conçu sur site, en préférence dans la partie profonde du lac, l'empreinte globale peut être réduite. Pour l'instant, on regarde 60 mètres carrés pour traiter 1 million de litres, mais nous pouvons même réduire cela encore plus. Et même dans une condition instable, nous pouvons quand même obtenir 60% de la performance attendue. Si cette qualité d'eau est versée au lac, le biote répond très bien et il y a des niveaux différents de redondance. C'est également intéressant d'avoir des espèces omnivores et cela montre que cela peut gérer des variations saisonnières et peut traiter des chocs.
Et avec ce système, le risque environnemental est très faible parce que tous les composants d'une station d'épuration typique sont gérés et cette technologie en cascade peut également être utilisée dans les nouvelles zones urbaines où on a besoin de petites stations d'épuration, même si on n'a pas besoin que cela remplisse le lac. Merci beaucoup. Je m'appelle Sima Soukani. Nous avons une publication qui est également prête. Si vous voulez y accéder, c'est possible. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Et c'est dommage parce que vous avez eu quelques difficultés de voix. C'est une présentation qui est très intéressante parce que c'est la conjugaison des ressources en eau et la gestion de ces ressources et également la restauration écologique d'un lac au sein d'une ville. Nous y reviendrons évidemment sur ces exemples dans la partie questions-réponses de cette session, bien entendu. Alors, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de préparer vos questions. Vous pouvez les déposer écrites dans la partie questions-réponses en bas de votre écran Zoom. Maintenant, nous allons passer à notre dernier orateur. Notre dernier orateur pour la troisième présentation. Donc, je vais donner la parole de Laurent Lespée, qui est professeur de géographie physique à Paris-Est Créteil. Il est chercheur également au laboratoire CNRS, qui est le Centre national de recherche scientifique français. Vous travaillez depuis 25 ans sur les systèmes lacustres et vous travaillez surtout sur les changements environnementaux à long terme, la dynamique de ces changements, et vous avez travaillé dans différentes régions de la France, en Arabie, en Afrique et également dans la région périurbaine de Paris. Donc, vous avez collaboré avec beaucoup d'experts dans les sciences de la Terre et de la vie et également des experts en sciences humaines de l'autre côté. Vous avez étudié des inférences à long terme et vous avez également développé une approche intégrée des connaissances, des trajectoires à long terme, des pratiques actuelles de gestion lacustre et de la restauration des lacs. Laurent, nous serons ravis d'entendre votre présentation. Vous allez donc nous parler de comment considérer les cours d'eau des banlieues comme des cours d'eau hybrides, la méthodologie venant du projet Paris Streams. Vous avez 15 minutes. Thank you. I will do my talk in French. Merci, je vais m'exprimer en français. Donc, le projet est consacré aux petits cours d'eau périurbains de l'agglomération parisienne. Il aborde une approche qui est une approche globale qui revient un petit peu à ce qu'a évoqué Karl Vansen dans une présentation précédente. C'est un travail interdisciplinaire qui met en relation des spécialistes des sciences sociales, en particulier de géographie sociale, comme Marianne Germaine, Catherine Carré ou Mathieu Arnoux, qui est historien, et des spécialistes plutôt du fonctionnement des milieux biophysiques, comme Evelyne Thalès, Frédéric Gopp, qui sont biologistes et hydrogéomorphologistes. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, l'enjeu de s'intéresser à ces petits cours d'eau est le fait qu'aujourd'hui, les politiques urbaines s'intéressent énormément et principalement aux grands axes fluviaux qui traversent les grandes agglomérations pour plusieurs raisons. La première de ces raisons est qu'on a utilisé ces grands axes comme axes pour mettre en scène les politiques urbaines et en particulier pour mettre en scène la ville, comme on le voit à Paris avec les rives de la Seine, ou parce qu'on s'est rendu compte que ces grands cours d'eau constituent des infrastructures vertes et bleues qui étaient indispensables au bien-être et à la qualité de vie et à l'attractivité de ces espaces urbains. En revanche, les petits cours d'eau, quand je dis petits cours d'eau, c'est des cours d'eau qui, dans l'ordre de Strahler, sont de l'ordre de 1 à 2, qui ont moins de 10 mètres de large et qui sont profonds de moins de 2 mètres, sont souvent restés à l'écart des projets urbains.
Ces cours d'eau, ils sont situés à l'extérieur des centres urbains, ils sont situés à l'extérieur des lieux les plus prestigieux des grandes agglomérations urbaines, ils sont non navigables et ils sont souvent le fait d'un régime juridique qui garantit une propriété privée des berges. Néanmoins, donc, ces cours d'eau constituent une part importante du réseau géographique. Si on prend la région Île-de-France, donc la grande région urbaine parisienne, il constitue 73% du réseau hydrographique d'Île-de-France, c'est-à-dire 3490 km de linéaire, donc l'essentiel du réseau hydrographique francilien. Et aujourd'hui, on sait que malheureusement, leur statut écologique est mauvais. Diapositive suivante. Leur qualité écologique est mauvaise, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, pour ce qu'on appelle l'urban stream syndrome, c'est-à-dire le fait que ces cours d'eau sont soumis aux transformations des bassins versants, qui sont de plus en plus imperméabilisés et pour lesquels on a donc des phénomènes de coups d'eau, de ce qu'on appelle en anglais hydropicking, qui font qu'on a des altérations hydrologiques et géomorphologiques dans le fonctionnement de ces cours d'eau. L'autre transformation est que les écosystèmes qu'ils abritent encore aujourd'hui sont bien différents des écosystèmes d'origine, ont été profondément transformés du fait des changements de la qualité de l'eau et de l'hydrogéomorphologie, qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, pour un certain nombre d'auteurs, on parle de novel ecosystems, c'est-à-dire d'écosystèmes nouveaux. Pour autant, on assiste à une multiplication, comme vous voyez sur ces photos, des opérations de restauration, en particulier dans les grandes métropoles occidentales, comme vous le voyez justement sur ces deux photos, parfois pour des projets locaux à l'échelle de tronçons, et parfois dans le cadre de politiques de compensation écologique, c'est-à-dire qu'on va détruire du fait d'un aménagement des espaces qui ont une valeur écologique et que la compensation va consister à réhabiliter un autre espace, et en particulier ces petits cours d'eau périurbains. Next, please. Pourtant, comme le dit Francis, ce sont sans doute nos écosystèmes les plus difficiles à restaurer. En effet, leur altération est profonde. Mais nous pensons plutôt que cette difficulté doit être mise en relation avec le fait que ce sont aussi potentiellement ceux qui sont dont la restauration pourra être le plus facilement appropriée par les populations riveraines. Et on a ici un paradoxe en fait, entre des systèmes qui sont de mauvaise qualité aujourd'hui, mais qui sont dans des espaces de forte densité, où la restauration écologique peut être l'occasion de renouer le lien entre les populations riveraines et le projet écologique, à condition bien sûr que les aspects sociaux soient pris en compte et que le projet écologique se passe dans le cadre d'un projet de justice environnementale. Next, please. Pour cela, nous avons développé un certain nombre d'hypothèses dans le cadre du projet Paris Stream. Et cette première hypothèse est de considérer, à la suite de Bruno Latour, les petits cours d'eau périurbains comme des infrastructures hybrides, comme des hybrides, c'est-à-dire des hybrides qui mélangent de manière indissociable aujourd'hui nature et culture. Et ce mélange indissociable s'inscrit dans une trajectoire historique qui s'inscrit sur des durées plus ou moins longues selon les espaces urbains concernés. De fait, aujourd'hui, la rivière est le résultat d'un métabolisme, d'une transformation permanente qui va être structurée par des interactions multiples entre des acteurs humains, sociaux, non humains, les animaux, les végétaux qui se développent le long de ces cours d'eau, mais aussi d'autres catégories d'acteurs comme le capital, les rapports de classe ou les rapports sociaux ou les rapports de genre qui vont structurer la vie des populations riveraines. Et en considérant ces cours d'eau comme des hybrides, nous pensons aussi qu'il est nécessaire, plutôt que de développer une juxtaposition des diagnostics méthodologiques, de développer un diagnostic de type intégré qui nécessite des innovations méthodologiques. Diapositive suivante. Pour ce faire, nous avons en tête plusieurs hypothèses. La première hypothèse, elle vient réaffirmer l'importance d'un diagnostic qui soit géographiquement situé et de développer des approches qui soient multiscalaires. La question est en fait qu'on a tendance à considérer tous les petits cours d'eau périurbains comme étant équivalents au sein d'une très grande agglomération. Or, il y a des réalités géographiques qui sont distinctes. Ces réalités géographiques, elles sont à la fois sociales, mais elles sont aussi hydrogéologiques, géologiques, hydrologiques, qui font qu'en fait, toutes ces entités, quand bien même elles sont altérées par l'urbanisation, elles vont être soumises à des processus qui sont biophysiques et qui sont de nature différente. La deuxième chose, c'est que si on regarde la manière dont les gens travaillent aujourd'hui autour de ces petits cours d'eau urbains, on voit qu'en fait, on a deux échelles d'analyse. En général,
les approches sociales vont s'intéresser à la plaine alluviale, à la plaine d'inondation. Parce que d'abord, c'est l'espace du risque pour les populations riveraines, et parce qu'ensuite, c'est l'espace qui offre des aménités à ces populations riveraines. Alors que le diagnostic écologique, lui, va être plutôt centré sur le chenal, qui va être soumis à des altérations hydrogéomorphologiques dont j'ai parlé, qui va être soumis à la perte de qualité écologique que j'ai évoquée précédemment. Et du coup, on a en fait deux échelles qui se côtoient, mais qui ne sont pas conjointes. Il y a donc un effort à faire pour que le diagnostic social et le diagnostic écologique parlent à la même échelle, c'est-à-dire l'ensemble du cours d'eau, depuis le chenal jusqu'à la plaine d'inondation. Diapositive suivante. L'autre enjeu, c'est de bien situer l'évolution actuelle de ces cours d'eau dans une trajectoire, et une trajectoire qui dépasse la situation de l'urbanisation, autrement dit, pour nos sociétés d'Europe occidentale, les 2 derniers siècles, et qui montre qu'en fait, on a des cours d'eau qui ont subi une succession d'altérations au fur et à mesure du temps, et que celles-ci pèsent de manière différente sur la nature des systèmes. L'autre hypothèse que nous faisons, c'est que du fait de leur petite taille, ces systèmes constituent pour nous des laboratoires idéaux pour essayer de développer une approche intégrée qui permette à la fois d'avoir une approche croisée selon des méthodologies différentes et qui permette ensuite de s'adresser aux populations locales, ce que ne permettent souvent pas les grands cours d'eau soumis à des ingénieries de beaucoup plus grande ampleur et qui concernent des bassins de population sans commune mesure. Pour cela, nous pensons que les chercheurs ont un rôle à jouer, à la fois en partageant leurs connaissances auprès des gestionnaires, évidemment, mais aussi auprès des populations locales, en trouvant des moyens de communiquer une culture de la rivière auprès des populations locales. Mais symétriquement, ils ont pour objectif de s'intéresser à la manière dont les populations locales envisagent ces infrastructures, la manière dont elles les utilisent et de la manière dont elles contribuent au bien-être des populations riveraines. Suivante, s'il vous plaît. C'est pour ça donc, que nous avons proposé un projet qui est appuyé sur un premier objectif, qui est un objectif de diagnostic holistique de l'ensemble du système, qui repose sur des aspects sociaux, sur des aspects hydrobiologiques, hydrogéomorphologiques, et sur une trajectoire sur la longue durée, afin d'établir des typologies fonctionnelles des petits cours d'eau que nous étudions. Suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais présenter ici 3 principaux résultats de choses qui sont encore en cours aujourd'hui. Première chose, c'est que l'étude sur la longue durée de ces petits cours d'eau, comme ici vous avez la petite rivière de la Mérantaise au sud-ouest de l'agglomération parisienne, montre que souvent les états de référence qu'on utilise dans le cadre des projets de restauration ne correspondent pas au fonctionnement naturel des petits cours d'eau que nous restaurons aujourd'hui. Par exemple, pour la Mérantaise, nous voyons que ce que vous avez en bas au centre de la diapositive, la sédimentation originelle est cette sédimentation tourbeuse qui correspond à des zones humides hydromorphes, donc de grandes zones humides avec des écoulements mal chenalisés, et que l'intervention des sociétés a contribué à chenaliser les écoulements et à créer ces petites rivières méandriformes que nous avons aujourd'hui. On remarque aussi que avant que les cartes topographiques anciennes nous montrent ces formes d'aménagement, en particulier du fait du développement de moulins, on avait des aménagements d'une autre nature qu'on a découvert grâce à nos carottages et nos sondages, qui sont des aménagements de petits étangs qui étaient barrés par des barrages et qui venaient enchapeler le long de ces fonds de vallée et qui montraient une appropriation par des pratiques d'utilisation de l'eau et sans doute d'utilisation de la faune piscicole associée dans ces fonds de vallée. Et ces pratiques remontent à l'époque médiévale. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que même si l'urbanisation est récente dans cet espace-là, elle date de la deuxième partie du XXe siècle, en fait, ces rivières sont sous pression de la région parisienne depuis l'époque médiévale. Il faut savoir que la ville de Paris est la plus grande ville d'Europe occidentale à l'époque médiévale, autour de l'an 1000, entre l'an 1000 et le XIIIe siècle, et que la pression qu'elle fait peser sur les campagnes environnantes est également très forte dès cette époque-là. Donc, on a ici une transformation qui est bien plus ancienne que les phases ultérieures, même si celles-ci sont aussi spectaculaires. Diapositive suivante. Si on prend cette fois-ci le diagnostic hydromorphologique et biologique, on se rend compte d'une part qu'on a effectivement, à partir des études minutieuses qu'on a développées sur le terrain, systématique, du fait de la dimension des objets étudiés, on a pu parcourir la totalité du linéaire et diagnostiquer l'état hydrogéomorphologique du cours d'eau. On se rend compte qu'en fait, on a effectivement des rivières qui sont altérées par l'urbanisation, en particulier parce qu'elles doivent écouler plus d'eau au moment des pics de crue. Et on remarque aussi qu'on a une très forte hétérogénéité hydrogéomorphologique,
c'est-à-dire que se côtoient des tronçons qui ont été totalement urbanisés, parfois même des rivières qui sont recouvertes et qu'on ne voit plus et qui ne sont plus aujourd'hui à ciel ouvert, et qu'on a aussi des tronçons qui présentent des caractéristiques hydrogéomorphologiques de bonne qualité ou alternent encore seuil et mouille, et on a potentiellement des habitats pour une faune aquatique. En revanche, on se rend compte que ces habitats aquatiques ne sont pas occupés par des populations, en particulier par des macro-invertébrés qui témoignent d'une bonne qualité des milieux. Il se trouve qu'ici, la qualité de l'eau pèse plus que la qualité hydrogéomorphologique du milieu. Autrement dit, l'eau est beaucoup plus dégradée. La pollution qui l'affecte dans la longue durée fait qu'on a perdu énormément de biologie, de qualité biologique de ces milieux-là, quand bien même, à certains endroits, les qualités hydrogéomorphologiques demeurent à peu près correctes. Suivante, s'il vous plaît. Enfin, pour finir, si on passe cette fois-ci à la manière dont ces milieux sont utilisés, et si on fait un diagnostic de ce qu'on appelle les connectivités sociales, qu'on regarde l'accessibilité du cours d'eau, la manière dont celui-ci peut être fréquenté, la manière dont celui-ci a été équipé, la manière dont celui-ci va être utilisé par les populations, soit qu'elles le longent pour s'y promener, soit qu'elles y restent pour observer ou pour se détendre ou pour s'échapper du contexte urbain environnant. Mais on remarque que pour ces cours d'eau qui sont a priori des cours d'eau privés, si on cumule les espaces publics et les espaces qui sont accessibles au public, on obtient en fait des linéaires qui sont extrêmement importants. Sur un cours d'eau sur lequel nous avons travaillé, les études de Marianne Germaine montrent que plus de 40% du cours d'eau sont aujourd'hui accessibles au public et qu'on a ici de véritables infrastructures, non seulement écologiques, mais qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une politique d'aménagement des grandes agglomérations. Suivante, s'il vous plaît. Pour conclure, on en est pour l'instant dans notre projet à cette étape-là, dans la construction en fait, d'indicateurs qui sont des indicateurs globaux. Après avoir fait nos indicateurs thématiques que j'ai en partie évoqués, on va essayer de produire un indicateur de la qualité globale de l'environnement et de la relation avec les populations locales, en même temps que nous développons des outils pour essayer de transmettre notre information scientifique aux populations locales par l'intermédiaire de livrets, comme c'est figuré sur la photo, et puis de ressources en ligne que nous sommes en train de construire. Une fois que nous aurons pu partager nos connaissances avec les gestionnaires et avec les populations locales, il sera temps à ce moment-là d'essayer de co-construire avec les gestionnaires des politiques participatives de restauration écologique qui tiennent à la fois compte de la réalité des milieux localisés à un endroit donné, qui ne proposent pas des solutions génériques et qui en même temps prennent en compte les populations riveraines pour essayer de produire des rivières urbaines de petite dimension mais de meilleure qualité pour le futur de ces grandes agglomérations. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Laurent, merci beaucoup pour cette présentation et cette illustration parisienne pour notre session. Et également pour ce voyage non seulement dans l'espace mais aussi dans le temps. Je crois qu'il est important d'avoir en tête cette profondeur temporelle que vous avez soulignée, y compris avec des cartes dans le cas français, mais dans les autres présentations qui ont été faites, on voit bien aussi cette évolution et cette nécessité de penser dans la durée, de penser différemment l'enjeu même de restauration de cours d'eau ou de ressources en eau. Je me tourne vers mes complices de la technique pour vérifier que nous n'avons pas de questions dans la partie Q&A. C'est ça, parce que je ne les vois pas, donc il n'y en a pas que je... D'accord. Alors, je vais commencer par poser la première question. Après tout, c'est mon rôle de modérateur. Une question peut-être générale. Donc, chers intervenants, prenez la balle au bon si vous le souhaitez. Maybe I'll switch. Do you understand French or no? On English. So I will ask my question. Je vais poser ma question en anglais, puisque ma collègue n'a pas le casque pour l'interprétation. Donc, ma question s'adresse à vous trois, à quiconque souhaite répondre à la question. Sur les systèmes de diffusion des connaissances sur l'eau, des systèmes qui peuvent venir en soutien à vos projets, à vos approches, telles qu'elles ont été présentées. Nous savons à quel point il est difficile de
traduire la recherche scientifique en des connaissances, en des informations qui peuvent être mobilisées par la suite, qui peuvent être utilisées par des décideurs politiques ou par les personnes habitant les territoires. Je souhaiterais savoir, pour les projets que vous avez présentés, dans les situations sur lesquelles vous avez travaillé, de quelle manière vous avez pu collecter, recueillir les informations, les connaissances et comment avez-vous fait en sorte que ces connaissances viennent en soutien au processus de gestion de ces cours d'eau sur lesquels vous vous êtes penché? De quelle manière est-ce que ces informations sont venues appuyer des processus de prise de décision publique? Alors, j'espère que cette question est claire et je laisse la parole à quiconque souhaite la prendre, qui souhaite répondre. Karl? Très souvent, nous travaillons directement avec les individus et les personnes travaillant sur ces projets. Souvent, ils sont co-auteurs d'articles scientifiques. Ce sont des personnes qui ont une connaissance directe du terrain. Souvent, nous nous rendons compte que les exercices qui mènent à un échec s'appuyaient sur une documentation pauvre. Et nous pensons qu'il est très important d'avoir de bons investissements en termes de recherche et cela veut dire qu'il faut faire des choix très rigoureux. Nous l'avons fait notamment pour un travail sur la montée de certains cours d'eau par le biais de canalisation. Nous avons travaillé sur cette question-là et une grande partie des participants à ce travail de recherche sont des acteurs qui travaillent directement sur ces questions. Souvent, d'un point de vue social, la recherche scientifique se trouve quelque peu à l'extérieur. Et lorsque un urbaniste, par exemple, lit un article scientifique dans lequel un autre urbaniste a pu mettre à profit son information, cela a une incidence tout à fait différente. Et nous pensons qu'il y a un autre élément important, c'est de publier ces articles dans la langue locale. Répondre ou commenter ou ajouter quelque chose? Si je- Oui, par rapport à ce que... c'est une très bonne question et c'est une très importante question. Je crois qu'on souffre en particulier en Occident du fait on a eu une disparition de la culture de la rivière. Cette disparition de la culture de la rivière, elle a plusieurs origines et elle a, entre autres origines, le fait que, en gros, une structure technocratique s'est créée autour de la gestion de la rivière et que celle-ci, elle a fait que le concernement des populations locales envers la gestion de la rivière s'est petit à petit distendu et qu'à part les effets catastrophiques des crues, par exemple, l'intérêt pour les cours d'eau est une affaire individuelle et n'est plus une affaire collective. Et donc, il y a la nécessité de renouer, mais c'est le cas pour beaucoup de projets écologiques, de renouer le lien entre des populations de ces grandes agglomérations et les enjeux environnementaux. Et donc, nous pensons dans le cadre de Paris Stream que c'est un des enjeux scientifiques. Ça veut dire qu'on a fixé ça comme objectif dès le départ avec deux objectifs concrets. D'une part, de faire l'effort, nous, d'être entendables par d'autres gens que nous, et ensuite de faire appel à des gens qui sont spécialistes de la communication scientifique pour produire des supports de communication qui sont élaborés en concertation avec nous et pas par d'autres intermédiaires qui seraient des communicants purs, pour avoir une communication qui soit au plus près et au plus juste de ce que la science peut produire. Je pense que là, il y a un vrai enjeu, à la fois pour les scientifiques, mais aussi pour les gestionnaires. C'est un enjeu qui ne va pas sans risque, parce qu'en développant la culture de la rivière, c'est clair qu'on remet dans le jeu de la gestion à l'échelle locale les riverains, et que donc on ne facilite pas forcément la politique locale, mais je pense que c'est un enjeu démocratique dans la longue durée et qu'on est obligé de passer par là si on veut
aboutir à des choses qui changent un petit peu et qui fassent, comme le disait Karl Manson, qui développent la culture de la rivière dans des espaces où on l'a un peu perdue. Merci beaucoup, Laurent. Sima, to this question, do you want also to comment? Yeah, please. Oui, alors dans que nous avons fait, nous avons donc pris deux initiatives. D'abord, nous avons utilisé les réseaux sociaux. Donc, tous les partenaires se trouvaient sur une page Facebook, par exemple, et toutes les informations étaient postées le même jour. Si quelqu'un avait une question, la question pouvait être posée et ils avaient l'accès à l'information pour comprendre et pour pouvoir répondre à leurs interrogations. Deuxième initiative était de promouvoir l'apprentissage par l'expérience. Donc, pour n'importe quelle activité qui avait lieu sur les sites sur lesquels nous travaillons, les étudiants et les populations étaient impliquées et une fois par mois, toutes les parties prenantes étaient invitées sur site. C'était un petit peu obligatoire au départ, mais après, c'était devenu très intéressant comme rendez-vous. Et il y avait vraiment une discussion, une sorte de table ronde entre les différentes parties prenantes qui était très bien documentée. Donc, il y a eu la promotion du transfert de technologie et la société civile et les organes de gestion étaient très, très satisfaits parce que ce n'est pas que les chercheurs qui détenaient le savoir. Et deuxièmement, les parties prenantes se sont rendues compte qu'ils avaient également voix au chapitre. Donc, du coup, ils étaient de plus en plus impliqués et ils ont commencé à être de plus en plus responsables et se sont vraiment intéressés dans la gestion. Donc, si nous voulons vraiment impliquer tous les partenaires, je pense que les réseaux sociaux sont un outil très important. Merci. Merci beaucoup. Alors, Sima, puisque vous avez la parole, je vais vous poser les questions que nous avons dans les questions-réponses. Est-ce que vous avez consacré des efforts supplémentaires pour contrôler la libération du phosphore du sédiment du lac? Alors, d'abord, pour n'importe quel effort de restauration, nous avons eu une activité de dragage. Donc, le lit était complètement asséché. Ensuite, un petit peu du sol a été enlevé. Alors, est-ce que nous avons vraiment examiné cela de près pour voir si tout le sédiment de phosphore a été retiré? Non, mais nous pensons que ce que nous avons retiré, en tout cas, a géré une partie du problème, c'est-à-dire la partie du phosphore qui venait du sédiment. On avait déjà fait ça. Ensuite, nous avons effectivement planté un peu de végétation. Vous savez que si on laisse l'eau stagner comme ça, il y a surtout de mauvaises herbes qui poussent. Nous avons fait du désherbage au début et nous avons planté les hydrophytes dont nous avions besoin pour que le plancton puisse proliférer, en tout cas les populations que nous souhaitions. Donc, cette plantation a été faite dans la deuxième année de ce projet, une fois que nous avons vraiment maintenu la qualité de l'eau. C'est par la suite que nous avons commencé à planter les différentes espèces. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Moi, j'aimerais vous poser une deuxième question un peu générale auquel tous les trois, vous pouvez avoir envie de répondre. Ce serait la question du bon partage de responsabilités entre les politiques publiques d'un côté et les initiatives privées de l'autre, entre ce que doivent faire les gouvernements, locaux ou nationaux, et ce que doivent prendre en charge les populations riveraines, les communautés locales. Je prends un exemple grossier pour revenir sur ce que Karl a présenté. On a vu des exemples de nettoyage par les populations de pollution de plastique, donc de macro-polluants. Et là, on voit bien que la mobilisation citoyenne, pourrait-on dire, est extrêmement utile. Lorsqu'il s'agit de micro-polluants, de polluants chimiques ou biochimiques dans les eaux, là, on sent bien que ce n'est pas la bonne volonté locale qui peut suffire. Il faut des infrastructures
plus lourdes qui permettent de traiter une pollution par l'azote, le phosphore ou sans parler du carbone. Et on peut évidemment étendre ma question à cet enjeu de restauration écologique. Donc, est-ce que dans les cas que vous avez étudiés, vous auriez envie de formuler une recommandation, disons-le comme ça, un peu bêtement, un peu brutalement, entre les responsabilités que devraient assumer les gouvernements locaux et les responsabilités, les rôles qu'il faudrait vraiment susciter auprès des populations locales, notamment s'il s'agit, dans la durée, d'installer une relation nouvelle entre les populations et les cours d'eau, puisque aussi bien Karl que Laurent, vous avez mentionné aussi cette dimension humaine, culturelle, patrimoniale. Donc, si à nouveau ma question est à peu près compréhensible, est-ce que vous souhaitez les uns ou les autres réagir? Vous avez le droit d'ailleurs de dire que ce n'est pas du tout la bonne question qu'il fallait poser, hein. Vous avez le droit d'animer un petit peu le débat. Qui veut commencer? Commencer peut-être. Merci Laurent. C'est évidemment une très bonne question parce que, évidemment, on est dans un moment où on a l'impression que la puissance publique ne peut pas tout faire et qu'elle doit trouver des relais et qu'on va chercher facilement ces relais chez les riverains et chez les organisations qui émanent de ces riverains. Je pense qu'elle a un corollaire, c'est-à-dire que si on veut que les gens s'engagent et que, d'une certaine manière, ils s'emparent de ça, et si on est dans un système qu'on souhaite démocratique, ben, il faut aussi leur donner du pouvoir. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que la responsabilisation va avec la responsabilité. C'est compliqué d'imaginer un monde dans lequel on va avoir des gens qui s'engagent, mais qui ne sont comptables que des sacs poubelles qu'ils retirent de la rivière et qui n'ont aucun mot à dire sur le projet qu'on va créer pour cette rivière-là. Donc, je pense qu'il y a aussi à penser ça de manière globale et pas simplement sous forme d'actions ponctuelles, même si on sait très bien que ces actions ponctuelles sont des formes de sensibilisation et que c'est aussi quand même un moyen de travailler les populations locales autour des enjeux environnementaux. Donc, c'est indispensable qu'il y ait un engagement des populations locales, mais il faut savoir qu'un jour ou l'autre, ça repose aussi sur un élargissement des compétences des populations locales sur les questions environnementales. Et ça, il faut aussi que la puissance publique l'accepte, parce que sinon, on va vers une impasse. Thank you very much, Laurent. Karl, please, you've studied many different examples, so how would you like Yes. to... Karl, vous avez donné beaucoup d'exemples différents, donc comment est-ce que vous voyez cela? Oui, merci beaucoup. Je voudrais revenir à la lettre Einstein dont je vous ai parlé dans ma présentation. Donc, dans les sociétés différentes, nous avons différents niveaux d'autonomisation du peuple et c'est très intéressant comment ces éléments sont imbriqués. Et évidemment, s'il y a un problème écologique évident, dans ce cas, la mobilisation de la collectivité, la communauté locale n'est pas très compliquée, même au niveau de l'éducation et l'enseignement de base. Vous avez vu dans le Kerala comment ça s'est passé. Surtout si l'activité de réhabilitation est liée à l'enseignement et à la formation. C'est-à-dire que les communautés locales sont très impliquées, pas seulement parce qu'ils veulent faire quelque chose pour éliminer cet obstacle, mais aussi parce qu'ils ont réellement envie de connaître plus de choses. Donc, c'est vraiment une motivation forte. Il faut que les communautés s'intéressent à la rivière et reviennent vers l'eau. Alors, il y a un autre exemple de Zurich pour l'éclairage des cours d'eau. Alors, ces personnes sont organisées dans les associations de quartiers, c'est-à-dire que des citoyens des différents quartiers travaillent ensemble, donc ils développent une culture locale, ils échangent entre eux et même avec d'autres villes et ils sont étroitement liés au pouvoir public et au niveau individuel.
Donc, ils sont entre les deux, ils sont l'interface. Et c'est très intéressant parce que ainsi, il y a une vraie volonté de changer les choses avec de bonnes relations, de bonnes associations, un bon réseau de quartiers pour que ces personnes aient envie d'agir. Donc, souvent, ils ont déjà des souvenirs et s'ils n'en ont pas, ils ont envie de réétudier les choses. Il y a des personnes qui prennent leur vélo et qui font du vélo sur des anciens cours d'eau avec un guide local qui leur explique l'histoire de la rivière ou du ruisseau en question, etc. Et ça, c'est très intéressant. Cette motivation psychologique et spirituelle doit être renforcée. Donc, la prise de décision au niveau individuel, cette décision est rarement une décision purement rationnelle. C'est une décision qui est très affective et c'est pour cela qu'il faut travailler sur l'affect. Alors, avec le réseau de l'UNESCO des musées d'eau, nous sommes en train de créer une série de séminaires où nous essayons de trouver des différents points d'entrée sur l'émotion, vers les émotions des personnes sans utiliser des termes scientifiques, avec les arts. Simplement, nous avons consacré 2 chapitres au rôle que l'art peut jouer pour mobiliser les populations locales. Il y a des artistes qui jouent un rôle pour mobiliser les populations pour qu'ils n'agissent pas que de façon cérébrale. Merci. Sima, ce que j'ai observé, en tout état de cause dans mon pays, c'est qu'historiquement, la participation des citoyens n'était pas importante, on n'était pas considéré comme étant importante. Et la plupart des travaux de restauration n'ont pas été réussis. Il y avait les autorités en tant que décideurs et de nombreux acteurs dans la mise en œuvre, mais en dépit de tous ces efforts, cette restauration n'était pas réussie. Ce qui a été observé, c'était que ce n'est qu'après la participation directe des communautés que l'on a pu constater un succès ou une réussite dans ces projets de restauration. Alors, il y a le sentiment de responsabilité que l'on a envers ce qui se trouve dans la zone que l'on habite. Et il y a aussi ce pouvoir de décision accru et le fait d'avoir son mot à dire dans un projet de restauration pour les communautés locales. De quelle manière souhaite-t-on utiliser les ressources et comment souhaite-t-on les restaurer? Si ce type de programme est lancé, je pense que la participation locale peut aboutir à une grande réussite de ces projets. Mais dans un scénario à plus long terme ou portant sur des ressources très complexes, le fait de faire participer la communauté locale peut ne pas être une très bonne idée, surtout dans les toutes premières étapes, car à mon avis, cela dépend de la taille du site concerné et le type de restauration. Merci. Merci, Sima. Il nous reste encore quelques minutes. Je vais donc poser ma dernière question. Elle est adressée à vous trois. Il existe un concept qui a gagné en importance en tout état de cause dans la communauté de la nature et de l'eau. On parle de nature-based solutions, les solutions fondées sur la nature. De quelle manière ce concept, de quelle manière cette expression qui désormais a été harmonisée et mise au point par nos collègues à l'UICN, de quelle manière ces approches, ces solutions peuvent-elles être
pertinente, utile ou non d'ailleurs, en tant que lien entre la gestion des ressources hydriques et la gestion des projets de restauration écologique. Ces outils, des solutions fondées sur la nature, est-il utile et a-t-il été utilisé dans les cas d'études que vous nous avez présentés ou alors sur lesquels vous avez travaillé par ailleurs? Karl? Il y aura bientôt un sommet mondial des écovilles qui travaille précisément sur cette question. Nous avons procédé à une analyse de ce concept des solutions fondées sur la nature en comparant cela à notre concept de la culture riveraine. Par la suite, nous avons mis au point des indicateurs en matière de durabilité de l'approche, des approches concernées, et je pense que le concept des solutions fondées sur la nature, en premier lieu, constituait un moyen d'employer une ingénierie verte, en quelque sorte, pour répondre à des problématiques liées à l'agriculture et cela a été intégré par la suite à la gestion des inondations. Mais nous avons constaté que dans de nombreuses situations, ce lien avec le social dont nous avons beaucoup parlé fait défaut, il est manquant dans ces solutions fondées sur la nature. Et je pense que c'est une approche qui est très bonne. Il s'agit également d'une approche qui est consacrée par une politique européenne. Mais cet ancrage dans le territoire et la pérennité des projets exigent une articulation, un lien qui soit plus profond avec d'autres aspects. Je souhaiterais ajouter un autre commentaire sur le fait d'émuler la nature ou d'imiter la nature. Les solutions fondées sur la nature cherchent à réétablir des fonctions naturelles de structures qui sont physiques et individuelles. Et c'est une bonne chose, n'est-ce pas, puisque la nature le fait au mieux. La nature a eu tout le loisir et le temps de développer des solutions qui soient efficaces. Cependant, dans le concept de la culture riveraine, nous parlons de l'avionique à l'échelle des écosystèmes, ce qui veut dire qu'il y a différentes stratégies des différents organismes et ces stratégies peuvent être analysées ensemble et avoir des approches qui sont mises en œuvre ensemble. Nous avons bien entendu des structures physiques, comme on peut retrouver dans les solutions fondées sur la nature, mais il y a aussi des aspects comportementaux qui peuvent être analysés et qui peuvent être intégrés afin de justement changer le comportement humain. Et je pense que c'est un élément important dans la prise de décision. Nous sommes quelque part aveuglés par la technologie. Nous pensons que nous pouvons résoudre tous les problèmes si les digues sont plus élevées, si les tranchées sont plus profondes, si nous créons des autoroutes d'eau, comme on les appelle, sous terre, comme c'est le cas au Japon, où nous créons des corps d'eau au-dessous de Rio de Janeiro lors des derniers Jeux olympiques. Eh bien, oui, mais ce ne sont pas des solutions durables. Il faut donc conjuguer ces approches d'ingénierie physique aux approches comportementales. Merci. Laurent? Pour compléter ce que vient de dire Karl, les solutions fondées sur la nature, c'est d'abord une invention sémantique, parce que globalement, les processus qui sont à l'œuvre sont déjà à l'œuvre dans les processus de restauration écologique. Donc, c'est une manière d'accentuer et de publiciser cette restauration écologique et de la rendre plus large. Donc, quand il s'agit de faire appel à l'ingénierie écologique pour un objectif de restauration, il n'y a pas de problème. On le fait depuis longtemps et c'est bien de le publiciser, de le médiatiser et d'attirer des moyens pour faire ce travail-là. Mais je suis d'accord avec ce que dit Karl. Je pense que les enjeux, ils sont socio-écologiques.
et que les solutions fondées sur la nature sont une manière ingénieriale de traiter une partie du problème. Mais globalement, nous avons à cohabiter dans la durée avec le reste du vivant et nous devons trouver des solutions qui permettent aux sociétés riveraines et aux écosystèmes et à l'ensemble des non-humains qui sont présents dans ces écosystèmes de cohabiter dans la durée. Et donc, les solutions sur la nature, si c'est simplement redéployer de l'ingénierie écologique, ne résoudra qu'une partie du problème, parce que notre problème, c'est de régler la question dans la durée de la cohabitation avec le reste du vivant. Et c'est ça que nous devons travailler. Merci, Laurent. Sima, do you want to add something? Or... Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Alors, je ne peux pas vraiment parler de l'aspect social, mais j'ai travaillé sur les solutions fondées sur la nature. Il faut savoir que de toute manière, il y a une lacune d'un point de vue technologique, car on ne se trouve pas au même niveau partout et il y a d'autres problèmes. Et si nous souhaitons donner de la visibilité aux solutions fondées sur la nature, s'il y a moins de projets, c'est qu'il y a également des lacunes technologiques qui doivent trouver des solutions avant que ces approches ne soient pleinement adoptées et mises en œuvre. Je pense qu'il faut justement associer les dirigeants d'un point de vue sociétal, mais également la recherche technologique. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les solutions fondées sur la nature n'aboutissent pas et ne donnent pas les résultats escomptés. Tous les trois, nous arrivons à la fin de notre session. Je voudrais commencer par vraiment vous remercier, chers intervenants. Vous avez tous les trois respecté votre temps, respecté la thématique de cette session et brillamment illustré le thème, brillamment répondu aux questions. Je vous en remercie. Du coup, quelques éléments vraiment rapides en conclusion ou en clôture de notre session sur les enjeux d'une approche holistique de l'eau dans les villes. Vous savez que nous, les gens des bassins versants, on parle plutôt de gestion intégrée des ressources en eau, mais l'enjeu d'intégration, où ce vocabulaire a également été employé, et vous l'avez illustré, comment mieux intégrer la gestion de l'eau et la gestion des milieux, la gestion de l'écologie, comment mieux intégrer les enjeux techniques et les enjeux humains et culturels, comment mieux prendre en compte cette complexité que représentent les villes au sens très large du thème, et en particulier en matière de gestion de l'eau et en matière de gestion des milieux aquatiques. Avec cette idée que donc la sécurité de l'eau est un élément essentiel de la sécurité dans les villes. Il y a un élément qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer au sein de cette session, mais qui nous est cher au sein de l'Office international de l'eau et que je voudrais simplement citer, c'est l'enjeu des ressources humaines liées à ces approches, liées à la restauration des cours d'eau ou des lacs dans les villes et à la gestion dans la durée. Il y a là des gisements de métiers nouveaux, des besoins de compétences nouvelles, et je le mentionne parce que c'est souvent une clé d'entrée qui peut être utile vis-à-vis d'un certain nombre de décideurs publics, cette capacité à démontrer que les nouvelles approches que vous avez étudiées sont génératrices de nouveaux métiers. Nouveaux peut-être avec des guillemets, puisque dans un certain nombre de cas, on pourrait montrer qu'il y a des retours aux sources ou des retours à des métiers peut-être traditionnels, mais je crois que c'est aussi un aspect important qu'il faut avoir en tête autour de cette économie et de ces emplois liés à une meilleure gestion de l'eau et des milieux aquatiques dans les villes. Et donc, j'espère que nous aurons l'occasion lors d'autres sessions d'approfondir ces enjeux métiers, compétences.
Je conclurai simplement pour vous dire l'importance que nous attachons vraiment à ce sujet de la gestion de l'eau dans les villes et à une échelle élargie, puisque nous finalisons actuellement au niveau du réseau international des organismes de bassin avec l'IWA, l'International Water Association, avec le soutien du SIAP que je remercie au passage. Nous finalisons donc un manuel sur le dialogue ville-bassin. Et vous y retrouverez un certain nombre de cas d'études, justement de villes qui se préoccupent d'une meilleure gestion de leurs ressources en eau par rapport à leurs propres besoins urbains, mais qui le font en construisant un dialogue à une échelle plus large, typiquement le bassin versant, mais ça peut être d'autres types d'échelles. Nous publierons ce manuel au moment du Forum mondial de l'eau qui a lieu à Dakar à la fin du mois de mars, et ce document sera diffusé. Vous y trouverez d'autres cas, d'autres approches, d'autres regards sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Et je crois qu'il est temps pour moi de rendre l'antenne à Tristan, pile à l'heure, je crois. Tristan. On time. Merci à toutes et à tous. Thank you very much. Merci beaucoup, Eric. Merci à tous les intervenants pour ces présentations. Merci aux participants. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous rappelle que la prochaine session reprendra demain matin à 9 h dans le cadre de cette deuxième conférence internationale au Mégapôle et Changement Global. Merci beaucoup. Thank you very much. Bye-bye.